Bonjour à tous, c'est le retour de Contre-courant, émission de débat en présence d'Alain Badiou. Nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir Sophie Vanish, historienne de la Révolution, chercheuse au CNRS, membre de la revue Vacarme. Lorsque nous vous avions invité, il y a quelques semaines déjà, Sophie Vanish à venir nous rejoindre en Contre-courant, nous avions envisagé avec Alain Badiou de discuter de la source d'inspiration politique que pouvait constituer encore aujourd'hui pour nous en France la Révolution. Je viens de le dire, c'était il y a quelques semaines, c'était donc il y a un monde, c'était avant les événements de janvier que nous avons vécus, c'était avant l'assassinat de 17 de nos concitoyens, dessinateurs, journalistes, policiers, clients d'une supérette cachère. Et aujourd'hui, nous avons eu évidemment très envie de bouleverser notre programme et d'aborder toutes ces questions avec vous. Nous en avons eu d'autant plus envie que la France a aussi connu, après ces événements, une manifestation monstre où des millions de personnes sont descendues dans la rue et conséquence politique de ça, un pouvoir politique historiquement discrédité comme jamais sous la Ve République a trouvé l'occasion de s'y refaire quelques plumes. J'ai envie de vous poser une première question, Alain, avant que le débat ne s'engage avec notre invité. Vous qui êtes un penseur de l'événement, quelle sorte d'événement avons-nous vécu finalement? Parce qu'il y a une chose qui m'a énormément frappée, c'est que nous n'arrivons pas encore à cette heure à lui trouver véritablement un nom. On parle d'attentats, mais ce n'est pas tout à fait exact, parce qu'il y a eu des meurtres ciblés, il y a eu des exécutions d'otages, il y a eu d'autres types d'assassinats. On parle d'événements en général. On n'arrive même pas, à vrai dire, à arrêter une date pour ce qui s'est passé. Donc c'est la question que j'avais envie de vous poser. Oui, si je discutais philosophiquement de votre question, je vous répondrais négativement. Je ne considère pas que ce soit un événement. Le mot me paraît inapproprié. En réalité, je pense qu'il y a probablement trois points qui méritent des traitements différents. Il y a le crime, proprement dit. Il y a l'organisation policière et répressive du crime. Et puis il y a les effets d'opinion politiques, gouvernementaux et massifs qui suivent tout cela. Et la combinaison des trois ne relève pas exactement de la même appréciation. En ce qui concerne le crime, je propose de l'appeler un crime de type fasciste. Alors pourquoi un crime de type fasciste? D'abord parce qu'il est, dans ses motivations, clairement idéologisé, c'est-à-dire la motivation, c'est une motivation de type identitaire, religieuse, nationale, tout ce qu'on voudra, mais de type identitaire. La cible est choisie en conséquence. La cible est choisie, ce sont des gens qui sont considérés comme des politiciens ou des publicistes ou des intellectuels ou des écrivains de l'autre bord. Troisièmement, la violence du crime, son extraordinaire violence, fait partie de sa mise en scène. Il s'agit de créer à la fois un sentiment de détermination absolue, absolument implacable, et deuxièmement de créer un effet de terreur, malgré tout, un effet de surprise terrible, etc. Et puis, enfin, je crois que c'est aussi important, les tueurs ne sont pas en la circonstance des professionnels, des gens des renseignements ou des militaires, ce sont des jeunes dévoyés, égarés, endoctrinés, et qui prennent sous leur bonnet de devenir des assassins ou des tortionnaires, pour des raisons qu'on pourrait retrouver, par exemple, dans la genèse de l'embauche de certains miliciens pendant la dernière guerre mondiale en France. Le même type de tueurs et de tortionnaires que ceux que nous retrouvons là, et qui sont, rappelons-le tout de même, des Français. Des Français, voilà, des Français, comme il y en a beaucoup parmi nous. Cet ensemble-là fait que le crime est un crime localisé, singulier, ciblé, affreux, épouvantable, et je propose de l'appeler un crime de type fasciste. Je ne dis pas fasciste, parce que fasciste, ça supposerait qu'il y ait une cohérence politique dans tout ça, mais subjectivement de type fasciste. Ensuite, il y a la réaction, alors proprement policière. La réaction policière, on peut dire que les assassins ont été identifiés presque immédiatement et ils ont été tués très rapidement.
Et à l'occasion de cet épisode, on a vu apparaître un élément supplémentaire, typiquement fasciste lui aussi, à savoir l'antisémitisme. Parce que le deuxième épisode, si je peux dire, de cette tuerie, qui se situe dans un magasin type cachère, manifeste un antisémitisme flagrant. Et donc nous avons toutes les composantes idéologiques, raciales, nationales, antisémites d'un ensemble fasciste. Bon, ça c'est sur les faits. Sur la manifestation, sur la riposte gouvernementale, je pense qu'on peut faire de premières remarques. Après, on en fera d'autres dans la discussion. Mais on peut faire de premières remarques, c'est que d'abord, il y a eu, si je puis dire, d'emblée un usage massif de ce crime, de cette tuerie, un usage massif dont la destination explicite était de réaliser contre lui ce qui a été appelé quand même une union nationale. Les forces politiques diverses du pays se sont rassemblées. On a vu en particulier Sarkozy quasiment dans les bras de Hollande, en train de produire des situations politiques absolument nouvelles, absolument inédites. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, cet appel à l'union nationale s'est fait par, non pas tant une désignation claire du caractère fasciste du crime, mais en opposant en quelque sorte une identité à une autre. Un crime fasciste est identitaire par définition, il se réclame en l'occurrence d'une religion, d'un courant antisémite, etc. Mais précisément, normalement, la riposte à cela ne doit pas être du tout identitaire, elle doit être, quand elle existe, universaliste, se réclamant de valeurs absolument disjointes, etc. Dans la circonstance, ça n'a pas été tout à fait le cas. Une ambiguïté très importante a été créée du fait que la ligne suivie a été d'identification aux victimes. C'est un point d'ailleurs assez contemporain, ça, l'idée que quand se produit une violence, la réception de cette violence, la réaction de cette violence doit se faire par identification aux victimes, et là ça a pris la forme de la proposition d'un mot d'ordre, je suis Charlie. Alors je suis Charlie, ce n'était pas l'invocation immédiate d'un principe universel contre l'atrocité du crime fasciste, c'était quand même autre chose, c'était une invite générale à s'identifier, malgré tout, aux victimes. Or, il se trouve que cette identification aux victimes posait problème tout de même. Elle posait problème parce que, d'une part, en effet, ils étaient les victimes d'un meurtre fasciste atroce, c'est un élément, mais d'autre part, ils l'avaient été parce qu'ils soutenaient un certain nombre de choses, ils faisaient un certain nombre de caricatures, ils adoptaient un certain nombre de positions, auxquelles la question de savoir si on s'y identifiait ou pas était une question absolument distincte de la question de l'attentat lui-même. Et j'étais stupéfait de voir que le mot d'ordre « je suis Charlie » est devenu une sorte d'impératif national, si je puis dire, impératif national dont la justification très précaire a été celle de la liberté d'expression, la liberté d'opinion, mais par identification aux victimes, c'est-à-dire en fait par identification obligée à un certain type idéologique d'expression, de revendication, qui était celui de Charlie Hebdo. Alors, que pouvait faire quelqu'un qui, par exemple, comme moi, a une grande répugnance à dire « je suis Charlie ». Voilà. Je suis prêt à condamner, dans des conditions de principe universel, un meurtre fasciste. Je crois être même tout spécialement préparé à cela, à me lever contre un meurtre fasciste. Mais le passage de se lever contre le meurtre fasciste à « je suis Charlie » est pour moi tout à fait problématique, parce que, en vérité, si « je suis Charlie » est un mot d'ordre totalement ambigu. Le « je suis Charlie » dont il est question, c'est « je suis Charlie » en tant que victime, en tant que mort, ce qui est respectable, mais la donnée idéologico-politique qu'il y a derrière me paraît tout de même problématique. Mais Alain Badiou, toute manifestation aussi massive, là on parle même de 5 millions de personnes, repose forcément toujours un peu sur un quiproquo. Est-ce que vraiment, au-delà de l'ironie que suscite forcément une union sacrée où l'on voit au premier rang défiler des gens aussi recommandables que Viktor Orban, Netanyahou ou Pierre Gattaz, est-ce qu'au-delà de ça, est-ce que ces manifestations, est-ce que la réaction, malgré tout populaire,
qu'elle a révélées ne devrait pas nous indiquer à penser que peut-être il y a plus de ressources dans ce pays qu'on ne lui prêtait jusqu'ici. En l'occurrence, je crains que non. Je ne fais pas un bilan, pour ma part, politiquement optimiste de l'existence de cette manifestation, pour plusieurs raisons que je voudrais dire, mais après, nous allons quand même discuter tous ensemble. D'abord, je vais vous dire, je crois qu'est suspecte toute manifestation appelée par l'État. Une manifestation, à proprement parler, c'est une manifestation qui, dans une conjoncture révolutionnaire, peut être une manifestation d'appui à certaines initiatives risquées ou nouvelles de l'État, mais qui, en règle générale, est une manifestation de consensus, de création de consensus. Et c'est bien le cas. Et ce consensus a été nommé le consensus « Je suis Charlie ». J'insiste sur son ambiguïté. S'agissant d'un organe de presse qui s'était fait une spécialité de l'agression anti-musulmane, je suis Charlie, signifie quand même aussi, entre autres choses, que l'on considère cette agression comme susceptible d'être généralisée. Mais surtout, moi je ne crois pas du tout à la valeur des manifestations appelées par l'État. La dernière que j'ai eu à endurer, c'est la manifestation appelée par l'État gaulliste en juin 68. C'était il y a assez longtemps. Depuis, à ma connaissance, il n'y a pas eu de grande manifestation appelée par le gouvernement, appelée par l'État, appelée par un pouvoir qui manifestement vise, à travers cette manifestation, à se refaire une virginité, ce qui d'ailleurs n'a pas manqué. Il faudrait vérifier si ça n'a pas été le cas au moment de Carpentras ou en 2002. Je ne sais pas, je pense que si, à vrai dire. Oui, mais je veux dire, d'une certaine façon, vous ne pouvez pas considérer qu'une manifestation appelée par l'État, dont le mot d'ordre général d'identification est celui qui était là, à savoir manifestation sous le signe « Je suis Charlie et pour la liberté d'expression », est une manifestation qui va de soi. Absolument pas. Moi, je n'y vois pas une ressource, j'y vois plutôt une mobilisation confuse sur la base d'un mélange de peur démesurée et inutile et d'allégeance à un système de valeurs qui, par ailleurs, alors c'est une autre discussion, sont des valeurs fortement contestées dans la pratique par l'État lui-même. Nous allons y revenir. Mais tout d'abord, Sophie Vanish, est-ce que vous avez eu le sentiment de vivre les mêmes événements qu'Alain Badiou ? Est-ce que vous avez les mêmes réserves à l'égard de... Je ne sais pas si c'est la même réserve, mais j'ai des réserves aussi. Et je voudrais revenir aussi sur votre introduction, parce que vous m'avez dit on avait prévu de parler de la Révolution française en tant qu'elle puisse être ou non un réservoir pour pouvoir penser notre temps. S'il suffisait de cet événement pour qu'elle ne puisse plus l'être, je dirais qu'il n'y a aucune raison que je sois là. Et donc, dans une certaine mesure, je vous propose malgré tout de tenter de parler de cet événement au regard de ce que nous apprend la Révolution française, malgré tout. Parce que sinon, je dirais, pourquoi Sophie Vanish ? Il n'y a pas de vraie raison pour ça. En ce qui concerne la qualification de crime de type fasciste, oui, sachant qu'un crime de type fasciste a pour fonction aussi de déstabiliser un État, de déstabiliser une société, et que ça a à voir avec une guérilla du côté droit, et avec la tentative de produire de la guerre civile latente et explicite dans des coups d'éclat. Donc je dirais qu'il y a eu tout un moment d'indécision sur guerre locale, guerre globale, avec la question des fondamentalismes et du djihadisme en particulier, dans un contexte quand même bien particulier, où la France est en fait en guerre sans l'avoir déclaré, tout en livrant des armes aux gens qui les livrent eux-mêmes à Daesh. Donc il y a tout un circuit qui apparaît immédiatement comme la France n'est pas un pays anodin pour un tel événement. Et je dirais que du coup, c'est au-delà de la France que ça se joue aussi, pas simplement, mais aussi. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est devenu trop rapidement et très rapidement un événement franco-français, avec des questions franco-françaises. Bien sûr, les personnes qui ont agi cet événement sont français, mais on a quand même un horizon là où on est vraiment dans ce qu'on a appelé le local, c'est-à-dire l'articulation du local et du global. Donc ça, c'est la première chose. Et moi, j'ai été frappée dès le premier soir. J'ai reçu, comme beaucoup de gens sur mon téléphone portable, le hashtag « Je suis Charlie », rendez-vous à la République. J'avais rendez-vous avec des amis pour du travail et on s'est proposé d'y aller dans l'événement même et à la République
il y avait quelque chose de non politique, mais de tout à fait de l'ordre d'une sacralité Là, vous parlez politique. du premier soir. Du mercredi soir. Et là, ce n'était pas un appel de l'État. Mais il y avait des tas de choses intéressantes, je dirais, de l'ordre d'une sacralité politique autour de la statue de la République et ça. Et pour moi, et dans les deux cas d'ailleurs, malgré l'appel de l'État, il me semble que c'est avant tout une manifestation de deuil. Et donc, voilà, il se trouve que quand j'ai étudié des manifestations de deuil ou des manifestations de ce type-là dans la période révolutionnaire, moi j'ai eu besoin, pour pouvoir comprendre, d'utiliser un peu d'anthropologie. Et donc j'ai eu besoin de lire un peu Marcel Mauss. Et que dit Marcel Mauss sur les cérémonies de deuil? Il dit que voilà, les rituels de deuil, c'est des rituels de fondation symbolique, des groupes sociaux qui expriment un certain nombre de sentiments, qui va finir par appeler l'expression obligatoire des sentiments. Parce que les dire aux uns et aux autres, c'est justement fonder la communauté et que dans une certaine mesure, les exprimer pour soi et pour les autres, eh bien, c'est une manière de clore la béance laissée par la mort et de pouvoir se refonder malgré la mort. Donc pour moi, immédiatement, ce que j'ai ressenti, c'est ça. On est dans des rituels de deuil, donc il y a du silence, il y a des cris comme les you-you qui prennent différentes formes, mais qui ne sont pas des you-you, mais qui sont autre chose, soit ce « je suis Charlie », soit d'autres choses, mais que voilà, c'est du rituel, c'est une ritualité qui s'invente, parce que la ritualité, c'est bien sûr la nécessité de refonder, mais ça s'invente. Après, sur ce que c'est qu'une manifestation à l'appel d'un État, pour le coup, ça me fait penser à un événement très précis de la Révolution française, qui est le meurtre de Simonot. J'explique un tout petit peu ce que c'est pas comparable, en particulier toute la dimension internationale et tout ça, c'est pas comparable du tout, c'est pas le même genre d'événement, mais un maire de la ville d'Étampes est tué sur un marché, où des paysans, des gens qui venaient acheter du blé, décidaient de taxer le prix du blé, c'est-à-dire de décider du juste prix dans une période où il était en train de monter de manière anormale et où il fallait permettre pour le droit à l'existence que chacun puisse accéder à ce marché. Or, ce personnage est présenté par l'Assemblée nationale comme étant un martyr de la liberté parce qu'il aurait défendu la liberté illimitée du commerce des grains et que c'est donc un martyr de la loi. Et donc on appelle à une fête pour le martyr de la loi. Et dans ce contexte d'appel à la fête pour le martyr de la loi, eh bien on voit se scinder la société entre ceux qui reconnaissent en Simonot un martyr de la loi, du commerce et de la liberté illimitée du commerce, et ceux qui considèrent que non, que ça a été un très mauvais magistrat et qu'on ne peut pas se permettre de ritualiser et de commémorer et de transformer en quasi-saint une personne qui en fait a conduit finalement sa ville à être dans la stupeur, dans le malheur et dans la difficulté. Et donc il y a là quelque chose qui se joue sur qui en est, qui n'en est pas. Et je pense que ce qui est intéressant dans cette manifestation, c'est finalement ça, quand l'État appelle, qui répond à l'appel de l'État, y compris dans cette manifestation de deuil qui refonde la communauté, et cette communauté n'est pas refondée en tant que tous les habitants de la société française se sont reconnus dans cet appel. Voilà. Donc après, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas expliqué pourquoi, comment, et je pense qu'on ne peut pas donner d'explication qui clôture quoi que ce soit, voilà, aujourd'hui. Mais il y a bien quelque chose qui se joue dans quelle communauté. Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui l'union sacrée du gouvernement? Est-ce qu'il y a une union à la base? Je ne suis pas du tout convaincue. Et dans quelle mesure des rituels de deuil peuvent être qualifiés de politiques? Je ne suis pas du tout convaincue non plus. Voilà. Après, sur l'identification à « je suis Charlie », je pense que c'est tellement polysémique que je crois qu'effectivement n'importe qui pouvait s'y retrouver sans nécessairement se sentir dans une identification uniquement à des victimes, mais pour certains à des blasphémateurs, pour d'autres... je sais pas, on pourrait déployer comme ça à l'infini, et qu'il y a quelque chose là, à mon avis, qui est effectivement du côté de la multiplicité des malentendus ou des quiproquos, qui permet justement à la communauté de trouver un levier pour y aller et fabriquer son rituel. Et que finalement, c'est très fragile, ce « je suis Charlie ». J'imagine que l'un des slogans de cette manifestation a particulièrement heurté l'enfant 68 que vous êtes, Alain Badiou. Nous sommes tous des policiers. Qu'est-ce que vous avez ressenti en entendant ça? Je voudrais d'abord mon accord sur un point avec Sophie Vanish.
C'est-à-dire, bien évidemment, une manifestation de cet ordre ne peut pas être entièrement résumée par le fait qu'elle est convoquée par l'État. Et la multiplication des motivations subjectives et des indices anthropologiques qui sont donnés là-dedans doit être examinée de plus près si on veut vraiment en donner une interprétation détaillée. Le cri « Nous sommes tous des policiers » est venu malgré tout aussi de l'héroïsation qui a été immédiatement faite, du fait qu'il y avait des policiers qui avaient été effectivement tués par les tueurs, par les criminels, et du fait que l'État a pris la décision, au regard de ce crime localisé, quand même ce crime fasciste localisé, d'un déploiement militaire, policier, d'allure guerrière extrêmement ample, extrêmement vaste. Et on a repris le motif venu d'une autre circonstance aux États-Unis, on a repris le motif du fait que le pays était en guerre, d'une certaine manière. Il y a une grande ambiguïté sur cette question de la guerre contre le terrorisme. Comme vous le rappeliez tout à l'heure, la France est en guerre, en effet, sur différents fronts, de façon explicite, avec envoi de troupes, etc. Le bilan exact et les précisions sur ces guerres ne sont pas l'objet d'un débat public véritable. En réalité, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça se passe quand même dans le secret des affaires étrangères et des bureaux militaires. La question de savoir dans quelle mesure et pourquoi la nation comme telle est engagée sur ces différents fronts est tout à fait obscure. Et c'est un peu à tout cela quand même qu'on a aussi convoqué les gens sans qu'ils le sachent. Je ne dis pas que tous les gens qui étaient là étaient dans cette subjectivité, mais c'était tout de même ça départ. Il y a cet élément-là, et dans ce cadre-là, nous sommes tous des policiers, pourrait être aussi, nous sommes tous des légionnaires dans le Sahara. Enfin, on ne sait pas quelle est exactement l'identité ou la signification de ce mot d'ordre. Il y a une autre chose tout de même qui doit être prise en compte. Cette manifestation a lieu dans un contexte qui, concernant le rapport général de l'État et du pays à une de ces grandes minorités, la minorité, appelons-la musulmane, puisque c'est comme ça qu'elle est qualifiée ou identifiée, composée en réalité massivement de prolétaires ou de fils de prolétaires venus d'Afrique ou d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne. Il y a une longue tradition, à la fois médiatique mais intellectuelle aussi, de dénigrement et de disqualification de cette minorité pour des motifs culturels et entre autres pour des motifs religieux. Donc je suis Charlie, ça n'est pas non plus une affirmation innocente, c'est une affirmation qui se réfère directement ou indirectement à tout un courant d'opinion constitué de très longue date, qui à mon avis a commencé à partir du moment où y compris l'État s'est mêlé de cette affaire en votant des lois discriminatoires concernant le vêtement féminin. Donc, cette histoire n'est pas non plus entièrement un coup de théâtre, je veux dire. Je parle de la manifestation, là. Elle n'est pas un coup de théâtre. L'identification à Charlie, elle a cette ambiguïté qui est la question de savoir quelle est en dernier ressort la position dominante en termes d'opinion et dominante en termes d'action étatique et politique concernant le statut général de cette très importante minorité française qui se réclame dans d'ailleurs des registres extrêmement variés et différenciés de la religion musulmane. Cette ambiguïté n'a pas été levée, à mon sens, de façon précise, en dépit d'un certain nombre d'efforts, par la manifestation elle-même. Et pour la raison que l'identification aux victimes, sur ce point-là, était nécessairement porteur d'une confusion. Moi, je considère depuis très longtemps que cette question politique est centrale dans la vie politique nationale aujourd'hui. Je considère que ce n'est pas du tout une question secondaire ou une question qu'on pourrait manier comme ça avec l'idée que le consensus républicain ou démocratique suffit là, en la matière. Pour être très précis, vous parlez de la place des musulmans au sein de la République. Oui, de manière générale, le sort fait à tous ceux qui appartiennent à cette minorité qui est généralement stigmatisée au nom précisément de ces représentations musulmanes considérées comme arriérées et antidémocratiques pour diverses raisons. On ne peut pas négliger le fait que si vous êtes un jeune à l'allure arabe ou noire, les statistiques sociologiques sont là, vous avez entre 7 et 8 chances de plus d'être interpellé par la police dans la rue. Et ben, alors, nous sommes tous des policiers, est-ce que ça veut dire qu'on est tous prêts à participer effectivement à cette discrimination radicale quant à la liberté de se promener et d'être dans la rue dont est victime cette minorité? L'intégration de cette minorité dans la République, qui a été, je le dis parce que Sophie Vanish est là, qui a été quand même
un des tout premiers fronts d'intervention robespierriste dans les tout premiers pas de la carrière de Robespierre lui-même. Le statut des Juifs, le statut des... Voilà, toute cette question qui est fondamentale quant à ce qu'on peut appeler une république véritable est quand même en jeu dans cette affaire. Elle est en jeu, non pas dans l'épisode lui-même, mais dans quelque chose qui remonte à une vingtaine d'années, qui chemine, et qui s'est trouvé renforcé et dialectisé par l'horizon international dans lequel se situe cette affaire, et dont il est en effet, je suis d'accord avec vous, aussi très important de se souvenir. Cette façon constante, Sophie Vanish, qui a eu Charlie Hebdo depuis le début des années 2000, de cibler par la caricature, mais enfin par un humour très féroce souvent, l'islam, c'est une chose que vous avez pu percevoir à certains moments comme un danger, comme une ambiguïté possible. Je voudrais revenir, avant de répondre sur Charlie Hebdo, que je n'étais pas lectrice assidue, sur le fait que vous ayez dit l'une et l'autre, nous sommes tous, alors que l'énoncé, ce n'était pas celui-là, c'est « je suis Charlie, je suis musulman, je suis juif, je suis flic, nous sommes tous républicains ». Mais nous sommes tous républicains, mais surtout républicains, un truc comme ça. Il me semble que dans ce jeu, et dans cette juxtaposition de tout, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le policier tout seul, ou le flic tout seul, il y avait quelque chose qui ressemble plutôt, il n'y a plus ni juif, ni chrétien, ou que des chrétiens peut-être dans l'universalisme chrétien, en tout cas plus de différenciation, et une désidentification, on peut se mettre dans tous les personnages. Je suis Charlie. Le je suis Charlie que vous épingliez sur votre poitrine ne disait pas nous sommes tous républicains. C'est-à-dire que ça désidentifiait le flic comme flic. C'est-à-dire que ça le mettait dans une série où on pouvait se mettre soit dans la position de Charlie, soit dans la position du musulman, soit du juif, soit du flic, soit du républicain. Et donc pour moi, c'était surtout un énoncé de désidentification et confus. Parce que je ne crois pas que cette série veuille dire grand-chose aujourd'hui. Ce que vous dites est absolument vrai. Et en même temps, on a observé les forces de l'ordre acclamées par des foules. Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement nouveau en France depuis des années. Mais là, ce n'est pas l'identification. C'est de la demande de protection. C'est un phénomène, et pour moi, c'est un phénomène intéressant aussi. Bien sûr que c'est intéressant, mais c'est à nouveau pas nous sommes tous des policiers, mais nous avons tous besoin de policiers. Ça rejoint la question de la peur. Donc, à mon avis, c'est d'un autre ordre. Après, sur ce qu'il en est de la possibilité ou pas, dans un pays comme la France, de reconnaître à égalité toute sa population. Parce que ce que vous avez posé comme question, c'est ça. C'est est-ce qu'on est dans une république démocratique, au sens où, si elle est démocratique, elle suppose l'horizon d'égalité, le trait d'égalité. Et en l'occurrence, je vais commencer par évoquer un autre historien, qui est Todd Shepard, qui est un historien américain, qui a écrit un livre sur 1962, « Qu'est-ce que la guerre d'Algérie a fait à la République française ?» Et en fait, il interroge la constitution de la République française en tant que 5e République, en tant qu'elle devient une République blanche, ce qu'elle n'était pas sous la 4e, puisqu'on avait un Parlement avec 55 députés algériens qui, du jour au lendemain, ont été renvoyés chez eux, bien du jour au lendemain. Et que dans le contexte de la mise en place des institutions de la 5e, quelqu'un comme Michel Debré peut tout à fait dire qu'auparavant, on ne pouvait pas avoir le suffrage universel. Vous comprenez bien qu'on aurait eu la population musulmane algérienne et la population noire africaine, et que donc le suffrage universel ne pouvait se concevoir que dans le contexte métropolitain, dans une certaine mesure, blanchi. Voilà, ce que dit le livre de Todd Shepard, qui décrit précisément la manière dont le combat entre Gaston Monnerville, à ce moment-là président du Sénat guyanais, d'origine guyanaise, donc tout à fait noire, et de Gaulle, se joue aussi entre une figure de la possibilité de l'intégration noire et la possibilité du blanchiment de la métropole. Et donc il y a quelque chose pour moi qui est apparu aussi immédiatement, c'est que c'était des manifestations manifestement blanches, et que pour moi on était on est dans une manifestation typique de la Ve République. C'est-à-dire qu'on ne refonde pas la République démocratique, on refonde la 5e. Et il se trouve que cette 5e République, ce n'est pas la seule République possible en France, qui a différents modèles républicains, et que pour le coup, la République de la Révolution française, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là pour plein de raisons, et ça permet aussi de revenir du côté de la question de Charlie Hebdo, et de dire qu'on est là sur la question pour Charlie Hebdo, en tout cas, ce que j'appellerais moi le réglage, qui, à mon avis, n'est pas le lieu de la caricature, mais le lieu de la manière dont
on organise de l'extérieur la retenue de la violence à l'égard de quiconque. Bon. Je viens maintenant simplement sur ce que c'est que la Révolution française. La première chose qui est gagnée, c'est la liberté de conscience. Dans le contexte qui nous intéresse, hein, je ne parle pas de la liberté de conscience, ça veut dire qu'on reconnaît la liberté d'opinion, même religieuse. C'est pas rien, c'est énorme, et c'est comme ça, effectivement, qu'on peut inclure dans la cité l'ensemble des religions. À aucun moment, sur le plan des institutions, les institutions ont cédé là-dessus, c'est-à-dire que les pratiques ont cédé, c'est-à-dire qu'il y a eu des manifestations dans un contexte où le pape avait discrédité la Révolution française, où les prêtres réfractaires produisaient la guerre civile en France, où on avait un conflit religieux qui n'était pas latent mais explicite, où il y avait des déchirements dans les familles sur celui qui allait à la messe du jureur, celui qui allait à la messe réfractaire. On a eu un moment de déchristianisation violente, plutôt organisée par ce qu'on appelle pendant la période de la Révolution française, une bourgeoisie athée, et que cette déchristianisation violente, qui s'est diffusée aussi dans les milieux populaires, a choqué bien sûr les catholiques révolutionnaires. Et donc on pouvait perdre une partie des révolutionnaires qui étaient des croyants. Dans ce contexte-là, des gens comme Robespierre, Saint-Just, enfin les personnages du Comité de salut public réaffirment cette liberté de conscience, la rappellent constamment, que chacun a droit à son opinion religieuse, y compris ceux qui sont favorables au culte de la raison, mais pas au détriment de ceux qui sont croyants, quelle que soit d'ailleurs leur croyance. Et dans une certaine mesure, la volonté de trouver un apaisement religieux se fait dans un double mouvement, créer une sacralité politique commune avec la fête de l'être suprême et la religion des devoirs de l'homme, et de l'autre côté, affirmer dans le même décret la liberté totale des cultes de chacun, pourvu qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. Donc on a ici des fondements sur, non pas la liberté de blasphémer, qui est quand même une histoire longue du XVIe siècle à aujourd'hui, mais sur la liberté de croire ou de ne pas croire, tout en respectant la croyance des autres. Donc on est dans la liberté réciproque, la question de la réciprocité. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la réciprocité. C'est-à-dire que quand on a des caricatures, est-ce qu'on a des caricatures qui sont possibles à faire de ceux qui caricaturent? C'est-à-dire, voilà, bon, mais est-ce que ça c'est jouable ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la question qui se pose dans une société comme la société française, c'est dans quelle mesure la liberté des uns est vécue comme réciproque vis-à-vis des autres et quels sont les espaces qu'ils permettent. Il y a des enseignants qui ont écrit, je crois, des choses assez fortes récemment, des enseignants d'histoire. Je pense à un collègue de la revue Vacarme qui s'appelle Vincent Casanova et une collègue d'histoire qui s'appelle Laurence Decoq et d'autres historiens avec eux, d'autres enseignants, pour expliquer que finalement ce qui manque, c'est des espaces communs pour fabriquer une cité commune et que la désidentification, elle passe par la possibilité d'un projet subjectif commun politique. Et que la grande difficulté actuelle, c'est de trouver ces espaces politiques. C'est-à-dire qu'on ait 15 ans, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 30 ans, qu'on ait 50 ans, ils n'existent pas. Nous n'avons pas aujourd'hui de lieu du politique, de sociabilité politique spontanée, et donc on n'a pas d'endroit pour trouver finalement la possibilité de se croiser sur un mode qui soit subjectif. Donc les croisements actuels sont des croisements qui vont à l'opposé de ce qu'était la Révolution française, c'est-à-dire que la question de l'identité a pris le pas sur la question de la subjectivité. Et tant qu'on en est là, eh bien, ça ne peut pas se résorber. Donc, est-ce qu'on va être capable, après ces manifestations, de faire plus de subjectivité politique? Honnêtement, pour le moment, moi, je ne vois pas de comité se mettre en place. Vous partagez les mêmes doutes qu'Alain Badiou sur les suites de cette mobilisation Je massive? pense que cette mobilisation, elle n'est pas en soi politique. Elle est refondatrice de quelque chose qui permet de savoir qu'on appartient à la même société pour ceux qui étaient dans cette manifestation ou ceux qui se sont reconnus dans cette manifestation. Mais faire de la politique, c'est mettre en scène le tort. C'est pas juste se reconnaître dans le commun. Et donc, à savoir où sont les partages, assumer la conflictualité et l'élaborer. Et ça, je ne vois pas la conflictualité s'élaborer. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, si on était dans l'élaboration de la conflictualité,
Ce que je viens de raconter sur la Ve République, ça serait le cœur du débat. Quelles sont nos institutions? Qu'est-ce qui a produit ça? Pourquoi le livre de Todd Shepard n'a pas eu plus d'écho alors qu'il est sorti en 2008? Bon, il y a encore le temps, on n'est qu'en 2015, je ne sais plus quel était l'écart entre la sortie du livre de Paxton et le grand débat qui a eu lieu en 1973 à Sciences Po, mais il me semble que ce qui manque, c'est ça. C'est-à-dire un vrai débat sur les racines de ce type d'absence de politique par la présidentialisation et de blanchiment par le fait qu'on ne voulait pas colomber les deux minarets à colomber les deux églises. Et que ça a beau être du verbatim de Gaulle, c'est quelque chose qui marque. Et qu'il a roulé dans la farine, et Soustelle et Lévi-Strauss, qui croyaient un grand creuset de l'ensemble de la métropole et qui ont milité pour la Ve, qui se sont fait avoir et ensuite qui ont reçu des insultes. Ils ont quand même été qualifiés de cervelle de colibri. Je suis en grand accord avec vous, en particulier en ce qui concerne la contradiction sous-jacente entre identité et subjectivité. Je crois que c'est en effet un éclairage tout à fait essentiel sur la situation, parce que la manifestation, qu'on le veuille ou non, a laissé flotter une atmosphère identitaire, et c'est pour cette raison qu'en effet elle n'est pas politique en un sens véritable. Parce que la grande question aujourd'hui n'est certainement pas la question identitaire, mais en effet la question de l'existence ou de la non-existence d'une politique, de lieu politique, de subjectivation politique capable de transformer la situation qui nous est faite. Situation dont je suis tout à fait content de vous entendre dire avec précision qu'elle touche aussi aux institutions, dans la mesure où les institutions, telles que vous les décrivez à juste titre, institutions blanchies, si je puis dire, c'est-à-dire en réalité profondément marquée dans le moment même d'une décision en apparence post-coloniale par le colonialisme lui-même, c'est-à-dire qui intègre à l'intérieur même de son organisation le colonialisme, est tout à fait un fait majeur qu'il faut absolument dépasser et qui en effet bloque la reconnaissance égalitaire des différentes composantes de notre peuple aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que la manifestation, à la fois dans son aspect sans doute de réparer une blessure violente par une sorte de confusion et de mélange, se situer en même temps en réalité dans des étroites limites par rapport aux problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui, dans d'étroites limites. On les révèle plutôt. Je pense que ceux qui vont dans la manifestation, ils y vont sans être dans cette logique. Mais la manifestation ou l'événement rend visible ce qui est latent d'habitude et qui peut être dénié. Et donc là, ça n'est pas, c'est indéniable. Voilà, c'est indéniable. C'est pas vrai que toute la population. Oui, mais était vous là. remarquerez que c'est donc c'est quelque chose qui, je dirais, qui déborde la conscience des gens qui vont dans la manifestation. Oui. C'est pas pour les blanchir de dire, notre manière. Mais cette visibilité, je crains qu'elle ne soit pas visible de l'intérieur de la manifestation. C'est-à-dire qu'elle est visible, quand vous dites que la manifestation est blanche, etc., c'est une visibilité qui, moi, me frappe aussi, mais je ne sais pas si c'est cette visibilité qui prédomine dans le bilan de la manifestation par les gens qui sont allés à la manifestation. Le bilan, en tout cas médiatique dominant, c'est bien au contraire la consolidation du fait que c'est la preuve que la République unifie ses populations, que les populations étaient là, qu'elles ont défilé, que c'est magnifique, etc. Je pense que le constat commence à être peut-être un peu plus contrasté. Dieu merci, au fur et à mesure que le temps passe, on verra que cette vision de la chose était... Je ne sais pas, en effet... Les gens ne sont pas si dupes. Hein. En tout cas, moi j'ai hésité, j'ai d'abord dit à mes étudiants, je n'irai pas, et puis après, j'ai une collègue qui m'a dit quand même, il faut qu'on aille voir, on travaille sur ces sujets, il faut aller faire des photos. Je dis oui, bon, j'irai voir un peu, et puis donc j'ai été un peu. Et à l'endroit où j'étais, moi, c'était très blanc, c'était du côté de Bastille, Faubourg Saint-Antoine. Mon fils était à un autre endroit avec des amis à lui et il m'a dit que ça l'était beaucoup moins. On m'a parlé, voilà. Et donc chaque lieu s'est préoccupé de cette question, en tout cas à Paris. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les autres villes. Mais je ne crois pas que même les personnes qui défilaient étaient dupes de l'appel de l'État. C'est-à-dire que les gens trouvaient ça quasiment ridicule de parler ça d'une marche républicaine, voilà, par exemple. Et ça s'entendait, et voilà. Donc je pense que... comme dirait Sylvain Lazarus, les gens pensent, et qu'ils pensent même dans cette manifestation, et qu'à un moment donné, Manuel Valls rentrait chez lui à l'endroit où j'étais, et donc il y a eu des personnes pour écarter. Les gens n'étaient pas contents, et donc il y a quelque chose
qui n'est pas aussi univoque et qui est récupéré d'une manière univoque. Mais en même temps, je dirais que la photo de la une de Libération, elle montre les choses clairement. On peut regarder qui est là sur cette photo. Et donc, c'est dans une certaine... Je suis beaucoup moins optimiste que vous. Je pense que la optimiste. pénétration consensuelle des données que vous considérez comme des données primitives de la fondation de la Ve République sont encore très actives. Elles sont encore très actives et que les phénomènes de stigmatisation ou de ségrégation ont été quand même, en général, dans la dernière période, par exemple, presque unanimement votés dans les assemblées politiques, etc. Il y a quand même toute une série de phénomènes qui font qu'il n'est pas complètement faux que cette manifestation puisse être considérée comme le témoignage de ce qu'est réellement le consensus politique dominant dans ce pays. Et moi, je considère que... Et vous pouvez toujours trouver des opinions individuelles diverses, évidemment, à commencer par les nôtres, mais à un niveau massif, de façon répétée, dans les scrutins, et y compris dans cette manifestation, c'est plutôt cette vision consensuelle pseudo-républicaine qui prédomine, et qui d'ailleurs est soutenue activement par tout un puissant courant intellectuel, malgré tout. Donc, je suis moins optimiste que vous du point de vue des conséquences, y compris politiques. Elles seront très disputées, en tout cas. Elles seront très disputées. Ce qui est certain, ça, je pense qu'on peut se mettre d'accord tous là-dessus, c'est qu'une certaine jeunesse de banlieue ne s'est pas sentie appelée. Ne s'est pas sentie appelée à cette manifestation. Je ne suis pas sûre, en revanche, quelle est la composante vraiment identitaire volontaire que vous y voyez. Mais, je ne sais pas si elle ne s'est pas sentie appelée. Il y a eu un appel précis par Assez le feu, enfin Mèche-Mâche. Pour différentes raisons, qui peuvent être de l'ordre de la peur, qui peuvent être ça n'a pas fonctionné non plus d'une manière différenciée, c'est-à-dire qui sont le bilan aussi de 10 ans de politique, de propos politiques. Je crois que c'est un refus, c'est pas qu'ils ne sont pas sentis appelés, c'est un refus de cet appel, ce qui est autre chose. C'est une autre façon de le formuler. Mais c'est plus une réponse claire que je ne me sens pas concernée. Si je me sens concernée, je n'irai pas. Justement, ce serait une bonne chose qu'on s'arrête un moment justement sur cette jeunesse de banlieue. C'est vrai qu'à vous lire souvent, Alain Badiou, on a le sentiment que vous assimilez le traitement qui lui est réservé par les pouvoirs en France à finalement un schéma assez classique de méfiance vis-à-vis des classes dangereuses, de rejet comme à d'autres époques, à la fin du 19e, par toute une gauche de gouvernement républicaine, le rejet de la plèbe dangereuse, des faubourgs sombres, etc. Bon. Mais est-ce que finalement l'islam aujourd'hui, cette religion finalement extrêmement dynamique, en tout cas dans certains pays, n'apporte pas une autre composante au problème, ne complexifie pas encore le problème et peut-être ne lui donne pas une toute autre dimension finalement. Oui, voilà, on entre dans ce que Sophie Vanish avait mis en exergue de sa propre intervention, c'est-à-dire on ne peut pas avoir d'intelligibilité complète de cela au strict niveau national, bien évidemment. Et il faut voir un peu quel est le contexte d'ensemble. Et cette jeunesse, en vérité, fait partie que je propose d'appeler l'immense prolétariat nomade de notre planète aujourd'hui, c'est-à-dire des déplacements de main-d'œuvre ouvrière d'un pays à un autre qui sillonnent le monde, qui en France sont principalement de provenance africaine, mais ce phénomène existe partout. Quand je suis allé en Corée, j'ai constaté qu'une bonne partie des travaux les plus immédiatement manuels et médiocres étaient faits par des gens du Bangladesh. Donc même là, on avait... Donc ce prolétariat nomade, quand il est installé, qu'il y a des enfants, etc., aujourd'hui en France, est assez largement de religion musulmane. Ceci étant, pour des raisons politiques, j'ai travaillé avec beaucoup d'entre eux, ils sont musulmans, mais bon, ça n'est pas une détermination constitutive de manière essentielle de leur identité. Ils pratiquent cette religion, ils savent que ce n'est pas la religion dominante, et puis voilà. Et qu'il y ait parmi eux des excités intégristes, je rappelle que
dans le fascisme des années 30, il y en avait aussi beaucoup qui ont soutenu activement le régime de Pétain. C'était aussi dans des motivations religieuses et idéologiques constituées. Donc je considère que l'aspect principal de l'existence de cette jeunesse, c'est le système général de sa mise à part, pour des raisons qui sont compliquées, qui combinent le système scolaire tel qu'il est devenu, la stigmatisation idéologique, l'inquiétude pour une religion qui en effet n'est pas la religion dominante, et puis les effets inévitables de la pauvreté, du chômage, etc., qui d'ailleurs créent en effet des consciences politiques tout à fait ambiguës, tout à fait contraires. Mais je pense que ça s'inscrit dans une longue histoire, et qui est l'histoire de la République, et en particulier ce que la cinquième a aussi conservé. Elle n'a pas simplement éliminé les députés des territoires d'outre-mer, elle a aussi conservé pas mal de traits hérités de la troisième et de la quatrième République, à savoir le fait que quand même la suspicion et le contrôle policier des zones suburbaines est une donnée permanente depuis la Commune de Paris jusqu'à nos jours. Et qu'on voit très bien que ce n'est pas par hasard que les jeunes de ces quartiers, de ces zones-là, sont dans cette espèce de face-à-face constant, ambigu lui-même, mais de face-à-face constant avec le contrôle policier, et que tout cela est à l'arrière-plan, malgré tout, de cette affaire. Et là, c'est là où quand même, je pense que, en surestimant la dimension proprement, appelons-la culturelle, de cette contradiction, et en ayant fait presque disparaître la signification de classe, la signification populaire, on s'engage dans un amalgame qui finalement fonctionne dans l'horizon du maintien du consensus dominant. Alors, je voudrais reprendre justement du côté de qu'est-ce que ça a apporté à la Ve République, non pas du côté de la Troisième et de la Quatrième, mais du côté, ou disons de la Troisième et de la Quatrième coloniale, et du côté du monde colonial, non pas du monde de la métropole, mais du monde colonial. Ce que le monde colonial a fabriqué, c'est une série d'indignités, des hiérarchies de dignités au sein du monde colonial, entre ceux qui venaient de métropole et qui étaient français, ceux qui habitaient depuis toujours dans les colonies et qui étaient soit musulmans, soit juifs. Il se trouve qu'en Algérie, il y a un décret, le décret Crémieux, qui institue une concurrence de dignité entre les juifs et les musulmans, et qu'un segment social assigné en fait à une religion se retrouve avec des dignités politiques différentes, c'est-à-dire des collèges de vote qui ne sont pas les mêmes. La possibilité de prendre part au pouvoir, pour prendre l'expression de Jacques Rancière, différencié. Et donc, on est dans cet héritage-là, en 1958, en 1962. Et au démarrage de la promesse de la Ve République, avant que ça se mette en place, c'est que les musulmans qui le souhaitent pourront venir en France et être français à part entière. C'est ça la promesse qui est donnée. Donc, une égalité parfaite. Ceux qui voudront pourront être en métropole et en fait ce qu'on sait c'est qu'en fait on a immédiatement supprimé cette possibilité au profit d'une distribution au compte-gouttes de la nationalité en fonction de la reconnaissance de dignité. C'était bien le mot utilisé et cette dignité était évaluée par un juge. Et donc si on n'était pas jugé suffisamment digne, à savoir suffisamment riche, suffisamment cultivé, suffisamment doté de diplômes, eh bien on n'était pas français. Et on sait quel drame ça a produit pour les harkis. Donc on a là toute une histoire feuilletée d'indignités qui sont des indignités identitaires et qui, en plus d'être des indignités identitaires, sont rapportées dans une confusion du non religieux, du segment social et de la qualité politique. Et cette confusion, aujourd'hui, à mon sens, elle est contenue dans la notion d'islamophobie. On n'a plus la question du racisme en tant que tel et des rapports de classe en tant que tel. On a une espèce de mot qui est quand même assez récent, qui a été débattu et qui continue à être débattu. La CNCDH en 2004 a mis en garde sur la difficulté avec ce mot de ne pas confondre les enjeux de racisme qui étaient répréhensibles dans la loi française avec des enjeux de blasphème qui eux ne l'étaient pas. Et qu'il fallait être précautionneux, que peut-être il ne fallait pas le rejeter, mais qu'il fallait être précautionneux. Visiblement, ça n'a pas été... Vous le considérez, vous le tenez pour impropre, vous, pour qualifier Moi, je vais être complètement honnête. Je pense que mettre en place, comme se met en place aujourd'hui, un front de race à la place d'un front de classe, c'est quelque chose qui n'est pas simplement une lutte théorique entre
qu'est-ce que le mouvement politique rapportait à la question sociale, qu'est-ce que le mouvement politique rapportait à la question raciale, mais c'est tourner le dos à tout le processus de déracialisation du processus démocratique. Le processus démocratique, même en Grèce ancienne au 5e siècle, sa grande qualité, sa grande invention, c'est de dire qu'il n'y aura plus de lignage pour parler de politique. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de rapport au corps et on fabrique des tribus qui sont des tribus complètement fictionnelles en prenant un petit bout de la tribu sur le bord de mer, un petit bout sur la ville, un petit bout sur la campagne. Le texte de Seyès, qui n'est pas un grand radical, il est très radical en 89 mais pas après, mais donc la radicalité de 89 même chez Seyès, c'est de dire on abandonne la lutte des races. On abandonne la lutte des races, c'est-à-dire qu'on va renvoyer tous ces gens qui, sous prétexte qu'ils ont été vainqueurs et conquérants, se prennent pour une race différente dans leur forêt de Franconie, donc les Francs. Et nous, le peuple, on pourra se consoler de ne plus être des Gaulois. On sort de ces fictions. Quand on ramène ces fictions, je ne crois pas que ce soit un progrès démocratique, je ne crois pas que ce soit un progrès tout court. Donc je pense qu'il y a quelque chose là à discuter, à mettre sur le tapis. Et c'est aujourd'hui extrêmement difficile. Voilà, la suite de l'événement en termes politiques, c'est une gauche radicale qui se déchire de partout sur ces questions-là. Il y a un grand livre d'un psychanalyste qui s'appelle Fethi Benslama qui parle des guerres des subjectivités en islam. Cette guerre des subjectivités en islam, la manière dont il retrace la généalogie, c'est extrêmement intéressant. Parce qu'il part d'Averroès et du fait qu'Averroès, en affirmant « je reconnais la vérité », en tant qu'elle peut aussi venir des sciences humaines, et pas simplement des sciences divines et de Dieu, fait qu'il y a une clôture à un moment donné entre la possibilité du savoir et la possibilité de la théologie au sein de l'islam. Que ce retour à Averroès ne se fait qu'au moment où les lumières occidentales arrivent avec les canons, donc dans une violence extrême, qu'un certain nombre de gens vont adhérer au sein de l'islam en Égypte, en Tunisie, en Syrie, à ces lumières, mais que les anti-lumières et les contre-lumières, elles vont venir justement de ceux qui vont d'abord avoir adhéré. Et donc il y a quelque chose d'interne à l'islam qui est extrêmement compliqué, avec plusieurs étapes et des conflits psychiques qui sont très forts et qu'il décrit avec beaucoup de brio. Je pense qu'il faudrait lire ce livre vraiment si on veut comprendre quelque chose à ce qui se passe du côté de l'islam. Et je pense que du côté de la radicalité, il faut accepter de rentrer davantage dans le sujet pour ne pas être dans un regard trop simpliste. Et moi, je suis assez d'accord avec votre question. On est dans une situation de classe telle que vous l'avez décrite avec les banlieues, et on est en même temps dans quelque chose de complexe où si on ne le comprend pas, on ne sera pas capable d'être dans ce dialogue subjectif politique, parce que pour pouvoir être dans ce dialogue subjectif, il faut quand même comprendre quelle est l'altérité et le conflit que vit l'autre pour pouvoir entrer en amitié politique avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes rapports à la vérité, au savoir, etc. Et savoir que, dans une certaine mesure, c'est cette question de quelle vérité qui, aujourd'hui, est au cœur de notre société. En même temps, partant de la question de l'islamophobie, vous en êtes venu très rapidement à la question de la race et non plus de la religion. Or, c'est précisément dans cette ambiguïté-là que certains disent que se situait Charlie. Et c'est précisément, c'est-à-dire nous attaquons la religion, nous attaquons l'islam en tant que religion, et certainement pas la personne des musulmans, ni les musulmans en tant que citoyens. Or, effectivement, de l'autre côté, beaucoup de ces jeunes de banlieue dont nous parlons l'entendent effectivement tout à fait différemment. Alors, je pense que là, on est dans je pense que maintenant, il faut ouvrir des chantiers de travail. C'est-à-dire que moi, je crois qu'on ne peut pas généraliser. Je pense que quand on a il y a une des caricatures qui a été diffusée, moi-même j'ai une collègue qui l'avait reproduite, qui était la figure de Mahomet, qui dit c'est difficile d'être aimé par des cons. Je pense que de représenter Mahomet, ou de représenter le pape, ou de représenter des autorités qui incarnent la religion, c'est du côté du blasphème, et je souhaite que ce pays continue à avoir le droit de blasphémer. Si par contre on parle des cons, les cons c'est ceux qui croient à ça. Et là on est du côté des ânes mitrés, des révolutionnaires, des christianisateurs violents, où Robespierre leur dit mais de vouloir commander aux consciences et arracher violemment ce que vous appelez des superstitions, c'est les renforcer. Et donc dans une certaine mesure, c'est comment on est dans une capacité à se rendre compte
de ce qu'on est en train de produire en fonction des cibles. Et je pense que de ce point de vue-là, il y aurait à discuter de chacun des dessins. Et moi, je ne sais pas, je ne les connais pas suffisamment, ces dessins. Voilà. Je ne sais pas. Ce que je pense, c'est que la portée réelle des dessins, vu le nombre de lecteurs, on est dans un journal qui, dans un contexte ordinaire, est un public clos. Et que la difficulté, c'est à partir du moment où il y a eu l'enjeu d'une diffusion sur le net. C'est-à-dire que quand on se met à être un journal qui devient un enjeu, parce que les caricatures deviennent un enjeu international, je pense qu'effectivement, la question de la prudence et de l'imprudence, ça fait partie de la politique. Et que de ce point de vue-là, le moins qu'on puisse dire, au sens des guerres de religion du XVIe siècle, pour le coup, et de Michel de l'Hôpital, c'est-à-dire celui qui essaye de faire en sorte que le langage soit le lieu possible de l'apaisement, eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que Charlie n'était pas politique au sens de Michel de l'Hôpital. C'est-à-dire que prendre soin du langage pour ne pas créer des étincelles dans une situation où on sait que c'est possible que les choses s'enflamment par fanatisme, c'est une position politique. Voilà. Et que de ce point de vue-là, moi, je suis aussi pour Michel de l'Hôpital. Voilà. Alain Badiou, peut-être on va bientôt s'achever cette émission, mais cette question de l'islam et de la caricature de l'islam, c'était finalement pour vous un front secondaire que ce journal s'était... Je crois tout à fait à ce qui vient d'être dit. Le problème est de savoir quelles sont les conditions circonstancielles aujourd'hui d'une nouvelle figure de l'universalité politique. Donc c'est la question des conditions du partage de l'idée politique nouvelle qui sont en question. On peut l'appeler républicaine, on peut l'appeler autrement, ne discutons pas de ça pour le moment, mais c'est ce point-là. Or, ce point, lorsqu'il rencontre la question des identités, et il le rencontre nécessairement, il doit en effet les connaître, ne pas les traiter dans l'ignorance ou l'altérité ou le mépris, mais que la prudence dont il était question est fondamentale politiquement, parce qu'elle touche à la question de savoir quelle est la nouvelle figure d'unité populaire qu'on compte édifier au fil de cette nouvelle politique. Donc aussi, de proche en proche, les nouvelles institutions, les nouvelles figures de l'organisation, etc., etc. Et qu'il y a dans ce cas-là des imprudences, appelons-les comme ça, il y a des imprudences qui sont politiquement terriblement nuisibles, pas simplement légèrement nuisibles, mais terriblement nuisibles, qui peuvent contribuer à l'isolement pur et simple de masses populaires récemment venues, récemment présentes, et sans lesquelles, véritablement, on n'a aucune chance de la modifier, cette République. La question, je ne sais pas si c'est l'isolement, c'est aussi le ressenti. C'est-à-dire que ça isole de se ressentir blessé. Mais je pense que c'est surtout cette blessure qui doit être prise en compte. C'est-à-dire que moi, j'ai passé, il y a longtemps maintenant, 1 an à Montréal. C'est une ville particulière avec une communauté anglo-saxonne, une communauté française, une guerre civile latente entre les deux. Et la première fois que j'ai entendu le mot juiverie, c'était à Montréal et ça m'a choquée profondément. Et donc je l'ai dit immédiatement parce que c'était quelqu'un avec qui je mangeais et donc je lui ai dit mais quand même ce mot il est terriblement connoté. Et ce qui s'est déroulé, c'était quelque chose qui avait à voir avec l'histoire de Lionel Groulx des années 30, enfin de toute l'histoire du Québec, et le fait que ce mot-là paraissait ordinaire à cet endroit-là, et moi, venant de Paris, il me paraissait extraordinaire qu'on puisse s'autoriser à l'employer. Et donc, je trouve que c'est intéressant, parce que les oreilles de chacun, elles ont une dimension historique et culturelle, elles sont situées. Et que donc ce brassage dont vous parliez, c'est-à-dire le fait qu'il y ait cette circulation migratoire, etc., suppose à un moment donné de se poser la question de la réception de ce qui se dit dans une société. Voilà. Et je pense que c'est important si on prétend à la laïcité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des grandes incantations pour la laïcité. Je ne sais pas exactement de quelle laïcité on parle. La laïcité, c'est d'abord des protestants, du revival protestant du XIXe siècle, comme Ferdinand Buisson, qui la mettent en place pour protéger le fait religieux et la conscience de chaque enfant. C'est-à-dire qu'il ne puisse pas se sentir blessé à l'école s'il ne partage pas la religion dominante de l'école, en tout cas de la population de l'école. Et je pense que cette question-là, c'est une question qui, en fait, déborde l'école.
Parce que si on parle de société civile, eh ben, chaque lieu est une institution civile qui peut produire ou pas cette blessure, et qu'après elle se répercute à l'école, et qu'elle se répercute donc dans la formation de génération en génération, dans la blessure ou dans la non-blessure. Et donc si on ne se décide pas à ne plus avoir de hiérarchie des dignités, et à ne pas considérer que ce qui ne nous blesse pas ne blesse pas non plus autrui, et qu'on ne réinstaure pas la question de la réciprocité, je pense effectivement qu'on va vers une société de plus en plus clivée et un discours politique surplombant qui n'aura pas grand-chose à voir avec le ressenti de la population. Merci Sophie Vanish. Merci à vous. À bientôt Alain Badiou À bientôt. pour un nouveau numéro de Contre-courant.